Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur l'expérience client et les 5 grands défis à venir. On est ravis de vous accueillir et de partager cette conférence avec vous. Alors, une conférence qui sera co-animée aujourd'hui. Je me présente, je suis Anne Jegg, cofondatrice de KPAM, et je présente cette conférence avec Thierry. Bonjour, je suis Thierry Spencer, je suis cofondateur de KPM Next et l'auteur du blog Sens du client. Alors, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à partager avec vous. Donc, 5 grands défis de l'expérience client. Et on va commencer par un constat, un état des lieux. Chez KPM, ça fait 19 ans qu'on travaille sur les clients, l'expérience client, les verbatim clients. Donc, on a une longue expérience et depuis 10 ans, la discipline de l'expérience client s'est développée, s'est vraiment installée. Aujourd'hui, on peut dire que c'est devenu une discipline majeure en France, même si, bien sûr, elle a été théorisée depuis un petit peu plus de 20 ans, mais ça fait vraiment 10 ans que les premiers postes de responsables d'expérience client sont apparus et que le sujet a vraiment été pris à bras-le-corps par les entreprises et par nos clients. Aujourd'hui, les entreprises se sont dotées d'outils de remontée de la voix du client. La plupart d'entre elles sont très équipées et ont beaucoup de verbatim, de remontées et de données sur leurs clients. Et elles ont presque toutes modélisé leurs principaux parcours clients. Et on a accompagné de nombreuses entreprises à modéliser leur tout premier parcours. Et pour certaines d'entre elles, on les accompagne depuis quasiment 10 ans maintenant. Cependant, ce qu'on constate au quotidien avec nos clients, c'est que les entreprises ont souvent du mal à passer au plan d'action. Les diagnostics sont souvent très, très complets. Ils sont difficiles à transformer en plan d'action et à animer à la fois en interne et parfois parce que ça demande des transformations un petit peu lourdes et ce sont parfois des sujets difficiles à mettre en place. On constate aussi que le sujet de l'expérience client, c'est un sujet qui n'est pas traité de façon continue, homogène. Il a encore un petit peu du mal à être central dans l'entreprise et c'est un sujet qui a encore besoin d'être accompagné et d'être poussé par les équipes. Ce n'est pas un sujet quotidien, en tout cas dans les COMEX. Et puis enfin, troisième constat aujourd'hui, on réalise que le travail sur la dimension émotionnelle et sur le design de moments clés est encore assez balbutiant. Les sujets d'expérience client sont encore très souvent, beaucoup trop souvent, associés à des process, à des sujets de process. Et c'est un des sujets qu'on va développer un petit peu plus tard. Donc voilà très rapidement le constat que l'on peut dresser, nous, compte tenu de notre contact quotidien avec des grandes entreprises et puis avec des expériences clients. Alors tout de suite, le premier défi, dites adieu au normal. Alors ça peut paraître assez brutal, mais c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre. On a choisi d'illustrer ce premier défi avec une image qui est issue de l'article d'un blogueur qui s'appelle Steven Van Bellegen, qui est un blogueur néerlandais qui publie beaucoup sur l'expérience client et notamment dans les médias anglo-saxons, et qui a sorti un article le mois dernier et il a qualifié ainsi le nouveau client, le Never Normal Customer, c'est-à-dire le client jamais normal. Alors, tout ça, c'est à mettre un petit peu en perspective. Vous vous souvenez de tout le discours sur le new normal passé la première crise, la pandémie, le premier confinement. On réalise aujourd'hui que c'est encore difficile pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de responsables d'expérience client notamment de prendre en compte ce new normal. Il y a une tentation après la première crise, de considérer ce moment-là comme une parenthèse et de vouloir revenir à un état d'avant. Alors, on le voit dans l'expérience client, on le voit un petit peu plus dans l'expérience collaborateur, où il y a eu très rapidement, après le premier confinement, une volonté de dire, allez, on revient sur site, on se remet à travailler en équipe comme avant. Eh bien non, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on ne reviendra pas à l'état d'avant et que c'est ce que certains ont eu la tentation de prendre pour des parenthèses, sont faire des accélérateurs de changement et les choses vont de plus en plus vite. Alors, new normal, on a déjà du mal pour certains à prendre en compte le fait que les choses ne reviendront plus comme avant. Mais surtout, never normal, ça veut dire que depuis cette première crise, on a vu la multiplication et l'accélération d'autres crises de toutes sortes. Et autant se dire tout de suite que le client ne sera plus jamais normal et qu'il est dans un état de mutation perpétuelle. Et c'est vraiment ça qu'il faut intégrer parce que les choses s'accélèrent et parce que ça va être de plus en plus difficile de comprendre de façon très précise ce qui motive les opinions et les comportements et les émotions des clients.
Le contexte de cette perpétuelle mutation des clients, ce sont aussi les progrès technologiques. On voit à quel point ça s'accélère et à quel point les nouvelles opportunités technologiques qui s'ouvrent à nous et qui vont affecter l'expérience client, comme le métaverse par exemple, à quel point ça va dramatiquement transformer la possibilité d'expérience et à quel point c'est même difficile d'imaginer tout ce qu'on pourra faire. Donc on voit une accélération de ce côté-là, du côté des progrès technologiques qu'il faut absolument prendre en compte. Les changements culturels, alors ça a commencé notamment avec MeToo, Black Lives Matter, on réalise aussi à quel point les normes sociales, les normes culturelles sont questionnées, sont remises en question, sont déconstruites. Et là aussi, on ne reviendra plus jamais à avant et ce sont des nouveaux sujets qui s'accumulent régulièrement et qui remettent en question des normes établies. Les crises sanitaires et les crises économiques, on est en plein dedans, mais tout a commencé comme ça. Les conflits mondiaux, de par l'interconnexion de toutes les économies, on voit qu'on n'est pas protégé et que effectivement les crises vont s'accumuler, se suivre et ça va activer cette mutation perpétuelle. Donc ça change le monde à un rythme qu'on n'avait jamais vu. On voit cette accélération, mais au-delà du rythme, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ça change le monde de manière beaucoup plus profonde aussi. Donc il y a cette double transformation, à la fois plus rapide, mais aussi beaucoup plus profonde, qui rend un petit peu difficile les diagnostics et puis aussi les prises de décision, puisque ce consommateur devient beaucoup plus difficile aujourd'hui à saisir qu'auparavant. Il y a une statistique qui est assez étonnante et qui me paraissait important de partager avec vous, qui vient d'une enquête menée par Accenture l'été dernier auprès de 1700 cadres dirigeants de grandes entreprises, qui nous dit que plus de 95% des cadres dirigeants d'entreprises B2C et B2B sont convaincus que l'évolution des clients est plus rapide que celle de l'entreprise. Et ce chiffre-là était à 88% quelques mois auparavant. Donc, non seulement il augmente, mais on est quasiment au maximum. L'intégralité des dirigeants savent que les clients évoluent beaucoup plus vite que les entreprises. Donc, il y a un vrai sujet à prendre à bras-le-corps et une vraie prise de conscience de cette transformation perpétuelle et de la nécessité de comprendre ce qui se passe en profondeur. Aujourd'hui, 97%, selon cette enquête, des cadres dirigeants estiment qu'au mieux, l'adoption des technologies leur permettra tout juste de rester dans la course, mais pas de gagner du terrain, ce qui nous montre bien à quel point cette transformation technologique, elles sont absolument nécessaires, mais ce ne sont pas du tout la solution est ailleurs. Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête. Il va forcément y avoir des transformations technologiques, mais cherchons la solution ailleurs. Cette enquête auprès de 1700 cadres dirigeants nous a révélé aussi deux enseignements qu'on partage totalement et qu'on remarque aussi, nous, dans nos diagnostics. Les clients opèrent des choix de plus en plus imprévisibles, parfois même paradoxaux. Thierry va détailler un petit peu cet aspect-là. Et confrontés à l'instabilité économique, sociale, environnementale et politique, les clients ne cessent de réévaluer leurs valeurs et leur sens de l'engagement. C'est aussi un des défis, un des 4 autres défis qu'on va détailler tout à l'heure. Le sujet des valeurs, du sens et de la hiérarchie de ces valeurs fait partie de ces changements perpétuels et devient essentiel à comprendre pour proposer des expériences qui répondent aux nouvelles attentes des clients. Le blogueur Stefan van Velegen attribue 4 caractéristiques principales à ce client jamais normal. Première caractéristique, il a des opinions extrêmes. Alors, on connaît la défiance grandissante vis-à-vis des médias. On connaît aussi l'effet des réseaux sociaux qui ont tendance à polariser les opinions. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que ces opinions extrêmes, elles ne sont pas le seul fait des personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux de façon assez radicale, mais aussi parce que les circonstances sont beaucoup plus extrêmes. Le changement climatique, la crise économique, la possibilité des guerres, c'est beaucoup plus extrême que ce à quoi on était confronté il y a ne serait-ce que 10 ans, voire même 5 ans. Donc, ce n'est pas uniquement le fait de quelques rares excités des réseaux sociaux, c'est globalement, on est bouleversé de façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense, avec des circonstances beaucoup plus extrêmes, ce qui explique les opinions et les réactions beaucoup plus extrêmes des clients en général. Deuxième caractéristique, les clients sont inquiets sur la société et inquiets sur leur place dans la société. Et cette anxiété, ce niveau d'anxiété, c'est quelque chose qu'on remarque absolument au quotidien. L'anxiété fait que les clients ont des attentes de réassurance aussi vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des marques.
Une adoption de plus en plus rapide des nouvelles technologies. Ça va très vite, l'offre évolue, mais l'adoption des nouvelles technologies est elle aussi beaucoup plus rapide. Donc ça aussi, ça caractérise un client en perpétuelle mutation. Et enfin, quatrième caractéristique qui peut paraître un peu moins directement liée à l'expérience client, mais qui a son importance aussi, c'est une distanciation par rapport au monde du travail qui a été très accélérée et qui a même été révélée au moment de la pandémie et du premier confinement, hein, et du travail à la maison. On a enfin pu peser la notion d'équilibre et de reprise de contrôle sur sa vie et son temps personnel. Ça, on voit à quel point ça dure et à quel point très profondément ça a remis en question la place du travail dans sa vie, le sens dans sa vie en général et des choses beaucoup plus profondes sur ses valeurs et sur le rôle que l'on veut jouer dans la société. Donc on voit tout ce qui a été bouleversé et voilà un petit peu comment caractériser ce nouveau client qui est en perpétuelle mutation. Merci beaucoup Anne, et je trouve passionnant ce premier défi. Et en effet, les propos qui sont tenus par ce blogueur qui vient d'être cité à l'instant me font penser à cet exercice de tendance que je fais sur mon blog depuis maintenant 14 ans. Donc je vais prendre la casquette de blogueur. Et chaque année, j'essaye de trouver des qualificatifs pour le client, pour essayer d'aider les entreprises à appréhender les évolutions du comportement du client. Et je me rends compte que c'est une nécessité de rester connecté aux attentes, de rester connecté à toutes ces évolutions. Est-ce que vous pouvez voir, par exemple, dans ces trois exemples ici à l'écran, qui sont trois tendances issues de mon exercice de tendance 2023, et on vient juste d'ailleurs de publier un livre blanc complet à ce sujet-là, un client immodéré, pour faire écho aux propos qu'on vient d'entendre, et ce que vient de citer justement Anne, c'est-à-dire à la fois des opinions extrêmes, une forme de polarisation dans la société qui déteint sur le domaine de la relation client, sur le domaine de l'expérience client, la montée de la haine en ligne, des incivilités dans le monde réel, le fait de considérer aussi que appeler un service client est synonyme de confrontation, c'est une étude récente qui nous dit, pour 87% des clients, entrer en relation avec un service client, c'est synonyme de confrontation. C'est une étude de CM.com. Et puis, comme en écho à cette distanciation, eh bien, le client fatigué, nous sommes, tous autant que nous sommes ici en tant que collaborateurs, en tant que clients, eh bien, nous souffrons de cette fatigue de la pandémie, de la récession, fatigue de l'information. Et puis, un client qui est aussi raisonné, qui est beaucoup plus réfléchi, qui est aussi inquiet par rapport aux enjeux de la société, notamment de l'environnement, et qui va essayer de réconcilier une approche raisonnée avec cette sobriété finalement qui s'impose à tous et qui, paradoxalement, aussi, c'est un des autres aspects de cette étude assez sur les comportements du client qui sont paradoxaux, eh bien, cette sobriété qui finalement est assez heureuse. Donc ici, à quoi servent ces tendances, en l'occurrence, c'est de rester précisément connecté. C'est une véritable nécessité que de rester connecté aux évolutions du client. Deuxième aspect, c'est que, vous le savez, l'expérience client n'est plus, enfin, n'est peut-être jamais été un long fleuve tranquille, mais c'est surtout, pour citer un directeur de l'expérience client qui me disait ça il y a quelques temps, c'est que l'expérience client est devenue une cible mouvante. Et j'en veux pour preuve cette étude et cette citation qui me vient de Gilles Lipovetsky, qui est un philosophe et un sociologue, qui disait que le client était devenu un collectionneur d'expériences. Et j'adore cette expression. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que finalement, eh bien, tous les jours, vos clientes font des nouvelles expériences, ont à la fois des nouvelles attentes et puis des standards qui ne cessent de bouger et qui fait que finalement les repères pour construire une bonne expérience client eh bien, sont de plus en plus changeants. Et donc vous le voyez ici, un Français sur trois a des attentes plus élevées en raison d'une meilleure expérience ailleurs, pas directement chez vos concurrents directs, mais vos concurrents d'expérience. Alors pour conclure sur ce premier défi sur dites adieu au normal, quels sont les enjeux? Le premier enjeu, c'est rien de pire que l'immobilité. Compte tenu de la rapidité de transformation du monde autour des clients,
toute lenteur va être perçue comme de l'immobilisme. Donc, il est absolument important d'être en capacité de prendre des décisions rapidement et de passer au plan d'action dans les bons timings. Être agile sur les plans d'action, ça va devenir absolument critique. La neutralité n'est plus possible. Les clients attendent maintenant, dans ce contexte très anxiogène, ils attendent aussi des entreprises de faire partie de la solution, de s'engager et d'agir. Donc, c'est pas uniquement d'agir de façon éthique, mais aussi de prendre part et de faire partie des solutions. Donc, il va falloir s'engager. Il y a aussi une notion de courage. Il va falloir prendre position, quitte à froisser momentanément parfois certains clients. Et enfin, il va falloir embrasser le changement. Et attention à cette fameuse tentation de la parenthèse, à chaque crise, de se dire que c'est une parenthèse, qu'on va revenir à une situation plus normale. Non, on ne reviendra pas à une situation plus normale. Au contraire, prenons ces crises-là comme des accélérateurs de changement et comme des moments où on peut au contraire interroger les clients, les collaborateurs pour comprendre ce qui profondément va durer et ce qui se joue très profondément dans leurs nouvelles attentes. Voilà pour notre premier défi. Notre deuxième défi, dans ce contexte-là, dotez-vous des bons capteurs. Il est essentiel de bien comprendre comment les choses évoluent et de les comprendre en profondeur. Et pour nous, les bons capteurs, ce sont des capteurs sensibles qui vont permettre d'être en prise directe de façon très rapprochée et continue avec ces clients en perpétuelle mutation. Alors, les bons capteurs sont des capteurs sensibles. Ça, c'est notre credo chez KPAM. On est très attaché à cette notion-là. Et des capteurs sensibles, c'est notamment des capteurs qui vont être capables d'identifier les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des signaux forts. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut plus attendre que les opinions se propagent de façon massive, s'expriment de façon massive. C'est très important de les repérer en amont, de les repérer à temps, justement pour être en capacité de prendre des bonnes décisions et de prendre des mesures qui vont dans le bon sens, parce qu'on aura exactement compris ce qui se joue chez les clients. Pour ça, il faut absolument que ces capteurs nous permettent d'avoir accès à l'explicatif et ne se contentent pas de mesurer. Aujourd'hui, on a énormément de données clients qui remontent. À votre disposition, vous avez une masse de données, vous avez des tableaux de bord dans tous les sens, donc énormément d'informations. Les capteurs sensibles, eux, vont être capables de mesurer l'impact des signaux faibles, ce qui se joue de façon, ce qui va vraiment impacter le ressenti global, ce qui va durer et ce qui touche à des besoins et à des attentes extrêmement profondes. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est passer du comptage, de la comptabilisation à une dimension beaucoup plus qualitative qui permet de comprendre l'explicatif et d'accéder aux causes racines des émotions ressenties et des opinions qui sont en train de se former et de se transformer. Des capteurs sensibles vont être capables de faire le tri et de repérer les grandes idées. Dans le dédale d'avis et d'opinions, il y a une masse de verbatim aujourd'hui à votre disposition par de nombreuses sources, de nombreux outils, y compris tous les réseaux sociaux. Donc, il faut être capable d'avoir des outils qui font le tri dans toutes ces idées. Nous, notre méthode d'analyse des verbatim nous permet d'identifier les idées qui comptent profondément par rapport à tout ce qui est mis, tout ce qui est très épidermique et les réactions de surface. Donc, c'est important de pouvoir avoir accès à ces idées-là et à ces sujets-là qui résonnent de façon beaucoup plus intime et beaucoup plus durable avec ce que ressentent les clients. Et surtout, donc, ce sont des capteurs qui vont être capables de mesurer des impacts et pas uniquement de faire des comptabilisations d'occurrences. Donc, ces mesures d'impact, dès les signaux faibles, c'est absolument vital de mettre ça en place. Les bons capteurs, c'est aussi la bonne façon d'interroger. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient maintenant assez banalisé de dire qu'il faut revenir à des questionnaires courts. On a vu un petit peu l'usure des questionnaires de satisfaction, donc des questionnaires qui sont nécessairement beaucoup plus courts, avec des questions ouvertes, puisque on prêche pour notre paroisse, mais évidemment, ce sont dans les verbatim qu'on repère les signaux faibles et qu'on a vraiment accès à l'intime des clients et aux causes racines de leurs opinions. Ce sur quoi je veux davantage insister, c'est la nécessité d'avoir des capteurs à la fois sur le ressenti à chaud et à froid chez les clients. Alors, il y a beaucoup de capteurs à chaud, mais l'intérêt d'avoir des capteurs aussi à froid, quelques mois après une expérience par exemple, c'est justement de se débarrasser de toutes les réactions de surface, les réactions épidermiques. Donc, les deux sont extrêmement complémentaires, c'est important d'avoir les deux. Le à froid nous permet de débarrasser un petit peu les ressentis de tout ce qui est très épidermique, et puis le à chaud va nous permettre, à des moments très importants du parcours client, à des moments clés, d'avoir beaucoup plus de détails sur ce que les clients ont vécu. Et nous, nos plus beaux diagnostics sont des diagnostics qui ont toujours mêlé le à chaud et à froid
Le A froid pour être un petit peu moins dans l'épidermique et le A chaud pour avoir une grande richesse de détails, ce qui nous permet d'avoir des plans d'action qui sont extrêmement précis et opérationnels. Vous vous dites certainement que les clients sont sursollicités, qu'ils en ont marre finalement de donner leur avis, qu'ils souffrent de la survey fatigue, hein, vous savez, qui a été détectée et finalement contre nous aussi nous essayons de nous battre avec des bonnes recettes. Et simplement, ce qu'on voit ici, c'est que les clients veulent donner leur avis, veulent participer. Vous voyez dans cette étude qui confronte le point de vue des clients et les actions des entreprises, plus de 6 clients sur 10 et pensent que c'est important pour les entreprises de collecter du feedback sur le service client ou même sur les produits. De l'autre côté, il n'y a que 40% finalement des entreprises qui capturent la voix du client et surtout l'utilisent pour générer des opportunités d'innovation. Alors, à propos de bonnes pratiques, il y en a une que je cite très souvent et que j'adore, qui est celle du Décathlon. Si vous voulez que vos clients participent, répondent à vos enquêtes, si vous voulez que vos capteurs restent les plus ouverts possibles, eh bien, apportez la preuve de l'usage de cette voix du client. Ce que fait ici Décathlon, et ce qui est remarquable, c'est que lorsque Décathlon demande à ses clients avis à propos des produits de marque propre de Décathlon, qui représentent la majorité du chiffre d'affaires d'ailleurs de cette enseigne de sport, eh bien si un produit a une note inférieure à 3 sur 5, s'il y a plus de 20 avis sur ce produit, eh bien ce produit est retiré de la vente. Voilà une bonne preuve pour le client, une bonne preuve que eh bien, son opinion, son avis, toutes les notes qui seront données vont servir à l'amélioration de la relation client, à l'amélioration des produits. Et donc, c'est une preuve formidable pour justement préserver vos capteurs. Pour terminer sur ce deuxième défi, sur l'importance d'avoir des capteurs sensibles et notamment de repérer des signaux faibles, pour que ce soit un petit peu moins théorique, on voulait échanger quelques exemples de signaux faibles détectés à partir de verbatim. Le premier, c'est un fabricant de vêtements de sport, une expérience donc, que l'on a analysée à partir des verbatim, des enquêtes de satisfaction, et la frustration la plus intense sur toutes les thématiques abordées qui étaient extrêmement variées, c'était la frustration de femmes qui cherchaient des grandes tailles dans les articles de sport et qui ne trouvaient pas de taille au-delà de la taille 42 ou 44 de mémoire. Elles étaient donc obligées d'aller se fournir au rayon homme. Donc inutile de dire que des vêtements de sport qui ne sont pas conçus pour sa morphologie, c'est extrêmement inconfortable. Le sujet du confort est particulièrement important quand on fait du sport, mais l'intensité de la frustration venait du fait que ces personnes-là se sentaient stigmatisées. Surtout pour des vêtements de sport, hein, il y avait en sous-jacent l'idée qu'on pense, il y a cette espèce d'idée reçue que les personnes en surpoids ne font pas de sport, et pire encore que les personnes en surpoids sont peut-être en surpoids parce qu'elles ne font jamais de sport et qu'elles sont particulièrement inactives. Donc il y avait cette arrière, cette pensée sous-jacente extrêmement culpabilisante, extrêmement humiliante aussi, qui explique la raison de cette intensité de frustration. Et ça, ce sont vraiment les verbatim qui nous permettent de décoder ça. Ça, c'était très peu de commentaires là-dessus, parce que c'est pas forcément facile à formuler. C'est plus facile de dire « j'ai pas trouvé ma taille » que de vraiment expliquer les raisons de la frustration. Donc, on a vraiment compris très en profondeur l'attente qui était formulée là par ces clientes-là et par les femmes en surpoids. Et c'est un vrai sujet. On sait aujourd'hui, c'était il y a un certain nombre d'années, on sait aujourd'hui à quel point c'est important, à quel point c'est un vrai sujet de diversité, et non seulement auquel il faut apporter une réponse dans l'offre produit, mais aussi sur lequel il faut prendre la parole, avoir un vrai discours pour défendre notamment la diversité des physiques. Et on a repéré très en amont, avec très peu de verbatim, l'intensité de ce signal faible. Deuxième exemple, chez un client assureur, le sujet de la relation affinitaire, elle a son origine dans quelques verbatim, très rares verbatim, où on a vu des verbatim très intenses, cette fois-ci positivement, de clients qui ont vécu une interaction particulièrement mémorable, marquante, positive avec leur conseiller. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, ils nous parlaient d'affinité, de passion. Alors, il y en a un qui disait le conseiller faisait comme moi de la randonnée, donc on s'est compris tout de suite. Un autre disait j'ai un bateau et le conseiller un voilier. Le conseiller lui aussi est passionné de voile, il a lui aussi un bateau. Donc non seulement
on parle le même langage, mais en plus, il sait me conseiller de façon beaucoup plus pertinente, il comprend exactement le même besoin, et au-delà de ça, ça a créé une interaction humaine particulièrement forte. Donc, on voit qu'on est plus que sur de la proximité relationnelle, ce que certains conseillers savent faire très, très bien. Là, il y avait vraiment un sujet d'affinité, sujet pris par notre client à bras-le-corps et qui en a fait une véritable signature de service. Ça prend son origine vraiment dans quelques signaux faibles de clients qui sont capables de formuler le pourquoi d'émotions particulièrement intenses. Troisième signal faible, rapidement, c'est un distributeur de café qui vend aussi des machines. Et on détecte, KPM a détecté le jour où la machine tombe en panne, ce qui arrive. Derrière cet événement, finalement, qui fait partie de la vie d'un client et même de la vie d'une machine, il y a tout un discours de défiance, c'est-à-dire au moment où la machine tombe en panne, eh bien, finalement, les clients remettent en question tout le positionnement de l'entreprise sur le respect de l'environnement. Même si le service était très très bon, le fait que la personne qui reçoit l'appel d'un client dont la machine est en panne lui propose une nouvelle machine, et bien tout à coup, eh bien, on remet tout en cause. C'est-à-dire le fait de recycler les capsules, le fait de respecter l'environnement. Eh bien, ce simple événement devient, même s'il est très minoritaire, si très peu de clients le vivent, lorsqu'ils le vivent, ils le vivent très intensément et remettent en question entièrement, sous ce prétexte, eh bien, tout le positionnement de l'entreprise. Voilà pour le deuxième défi. On va enchaîner avec le troisième défi et puis on va être obligé d'accélérer un tout petit peu le débit parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Embarquer vos collaborateurs, c'est absolument indispensable. On ne peut pas travailler l'expérience client sans les collaborateurs. Donc, c'est jamais sans les collaborateurs. Alors, c'est des choses que vous avez déjà entendues. On se rend compte dans les faits qu'on est absolument loin du compte que les collaborateurs ne sont pas tous partie prenante des projets d'expérience client et c'est absolument indispensable et c'est un défi majeur selon nous. Ça commence par écouter les collaborateurs. Les embarquer, ça commence par les écouter, notamment pour sortir de la dictature, entre guillemets, du client. Il y a eu un tel accent qui a été mis sur le client, la satisfaction client. On voit partout dans l'entreprise des remontées de verbatim client, des chartes clients qui sont affichées. Donc, c'est très présent, c'est suffisamment visible en tout cas pour que tous les collaborateurs le voient et que ça crée souvent dans les entreprises à contrario, un discours sur un besoin de considération aussi pour les collaborateurs. Alors, pas uniquement ceux qui sont au contact du client, mais tous les collaborateurs. Et il est absolument nécessaire de mettre la voix du collaborateur sur le même plan que la voix du client, puisque l'expérience collaborateur ne se fera pas sans eux. Cette écoute miroir côté client et côté collaborateur, elle est aussi nécessaire parce qu'elle apporte de la nuance. C'est la visualisation que j'ai choisie pour ce défi-là et la une de Philosophie Magazine, qui est un plaidoyer pour la nuance, difficile à instaurer dans un climat dans les réseaux sociaux, où les réseaux sociaux ont beaucoup de place. La nuance est absolument nécessaire et c'est souvent la parole des collaborateurs qui apporte de la nuance à celle des clients qui, on a vu, sont parfois assez radicaux, sont parfois un petit peu extrêmes dans leur réaction et dans leurs opinions. Donc, sans cette compréhension de l'expérience des collaborateurs, on peut faire des contresens et on va totalement manquer de justesse dans les plans d'action. Et puis, écouter les collaborateurs, ça les valorise et c'est le premier pas pour les embarquer. Juste un exemple qui explique l'importance d'avoir la parole des collaborateurs en complément et en miroir de la parole des clients. On a travaillé pour une banque et un vrai sujet avait émergé des verbatims des clients et là aussi une frustration particulièrement intense sur le déficit de joignabilité des conseillers. Donc il y a un verbatim par exemple qui disait « Mon conseiller est tout simplement injoignable, ça fait 1 mois que j'essaie de le joindre, il ne rappelle jamais. » Vous avez entendu, je lui laisse des messages et j'ai jamais de retour. On a interrogé les collaborateurs puisqu'on était dans une démarche miroir et on comprend en écoutant les collaborateurs qu'ils ont souvent du mal à répondre aux questions des clients et particulièrement sur un sujet qui les met particulièrement mal à l'aise, c'est le sujet des frais bancaires. Comment justifier des frais bancaires à un client qui appelle pour demander pourquoi on lui a prélevé 13 € ce mois-ci? C'est une question qui les met dans des situations très inconfortables. Ils n'ont pas les arguments pour répondre à ce sujet-là. Quand ils essayent de balbutier une réponse, en général, ils sont eux-mêmes pas convaincus de ce qu'ils racontent et très mal à l'aise. Et donc, ils avaient mis en place une espèce de stratégie d'évitement pour ne pas avoir à répondre aux questions embarrassantes des clients. Donc, on aurait vite fait, en écoutant les clients uniquement,
de se précipiter vers une solution de joignabilité, mettre plus de personnes derrière des téléphones. Or, on comprend bien que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est vraiment de donner aux collaborateurs les arguments, de faire en sorte qu'ils soient suffisamment confortables avec les réponses et suffisamment à l'aise pour pouvoir répondre en toute sérénité aux clients. Merci Anne, c'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée et de la matière pour créer un billet qui est publié d'ailleurs aujourd'hui sur mon blog et aussi une vidéo comment réduire à néant ou réduire la peur du client, la peur que les collaborateurs peuvent avoir avant d'aborder ou de contacter un client. Je voudrais revenir dans ce défi sur également un des billets que j'ai publié sur mon blog il y a quelques temps. Et là, je m'adresse à tous les fans de Tintin en faisant référence à l'oreille cassée. Pourquoi l'oreille cassée? Eh bien, déjà, je vais m'appuyer sur un des verbatims collectés par KPM. Zéro reconnaissance des salariés et on donne des leçons sur la satisfaction client. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les collaborateurs souffrent de ne pas être écoutés autant que les clients. Et très souvent aujourd'hui, subsiste dans beaucoup d'entreprises le bon vieux traditionnel baromètre social annuel. Et puis, en même temps, eh bien, on sollicite tous les clients en permanence, à chaque interaction, à chaud, à tiède, à froid. Et pendant ce temps-là, les collaborateurs se disent, mais on ne demande jamais mon opinion à propos déjà de ma propre expérience et puis aussi de l'expérience client. Autre point dans ce défi numéro 3 que je voudrais ajouter, c'est que l'expérience client, c'est une affaire collective et qui concerne tous les collaborateurs, qu'ils soient plus ou moins éloignés du client. Et pourquoi est-ce qu'on parle de culture client aussi de plus en plus dans les entreprises? La culture client comme étant l'ensemble des croyances et des valeurs partagées par l'entièreté du corps social, eh bien parce que le projet client est un projet enthousiasmant. Les collaborateurs veulent participer à des projets pour améliorer la satisfaction des clients. Mais pour autant, dans la co-construction d'une bonne expérience client, eh bien, il faut faire participer tous les collaborateurs. Il faut réduire la distance qui sépare les collaborateurs des clients. Et quoi de mieux que d'organiser, là ici, ces trois exemples auxquels nous avons eu la chance de participer, aussi bien chez Edenred que chez LDJ ou que chez Orange, des programmes de culture client, des partages de verbatim, des doubles écoutes en centre d'appel, des opérations Vie ma vie ou même la semaine du client, des flash clients, donc autant de bonnes initiatives justement pour réduire la distance qui sépare les clients des collaborateurs et embarquer tous les collaborateurs, quelle que soit leur position dans l'entreprise. Et puis, j'ai envie aussi de citer un autre exemple dans ce défi numéro 3. Ça va vous faire rire parce que vous voyez, je suis en photo avec Laurent Garnier, le cofondateur de KPM. Nous avons des belles lunettes. Pourquoi nous avons des belles lunettes? Il y a une paire de lunettes qui est verte, qui est la paire de lunettes valeur, et la paire de lunettes jaunes, qui est la paire de lunettes client. En fait, pourquoi ces lunettes? Parce qu'on essaye de rendre nos ateliers plus ludiques pour les collaborateurs. Et alors que le sujet est très sérieux. Ce sujet très sérieux est celui de la co-construction de l'expérience client, du design d'expérience. On aide les entreprises, bien sûr, à s'accorder sur leurs valeurs, leur style relationnel, décliner la plateforme de marque en signature relationnelle et surtout aider tous les collaborateurs à revoir la qualité de l'expérience qui est produite pour les clients avec les yeux du client, les lunettes jaunes, et avec les yeux de l'entreprise, les yeux de la promesse relationnelle, les lunettes vertes. Donc, des outils pour justement construire l'expérience, pour s'accorder tous ensemble, faire participer les collaborateurs, parce qu'on ne peut pas imaginer de créer une bonne expérience client sans la participation des collaborateurs. Défi numéro 4, faire des émotions la matière première de votre expérience. Évidemment, aujourd'hui, on confond très souvent l'expérience avec l'expérience produite, c'est-à-dire les normes, les process, les règles, alors que l'expérience client, c'est d'abord la perception, l'expérience perçue. Donc, les émotions des clients mis évidemment au premier plan pour l'amélioration de l'expérience client. Alors, depuis que l'expérience client s'est mise en place il y a à peu près 10 ans,
On a, nous, modélisé chez KPM plus de 850 expériences clients, donc on a énormément d'expériences très variées dans beaucoup de secteurs d'activité, mais il y a une constante. Quand on regarde sur ces expériences-là, quels sont les moments les plus marquants positivement, quels sont ceux qui laissent la trace la plus mémorable de l'expérience et qui déclenchent des opinions extrêmement favorables chez les clients, ce sont à 95% des moments relationnels. Ce sont ceux qui créent vraiment des émotions positives, et on sait par ailleurs que la customer value se crée dans ces moments d'interaction humaine et de création d'émotions positives. Donc c'est particulièrement important dans un contexte où les expériences se digitalisent de plus en plus, pour le bien des clients, puisque ça fluidifie les expériences et ça leur permet d'être beaucoup plus autonomes. Et dans ce contexte-là où il y a de moins en moins d'humains, c'est particulièrement essentiel de choisir les moments d'interaction et de designer ces moments-là pour qu'ils fabriquent des émotions positives. Alors j'ai illustré ce défi 4 par un extrait de ce qu'on appelle notre tracker miroir. Donc c'est notre outil qui met en miroir la perception des clients et celle des collaborateurs sur les mêmes moments, notamment sur les interactions. Et on voit que les moments qui sont à la fois extrêmement intenses positivement pour les clients et pour les collaborateurs, que les collaborateurs aiment particulièrement faire, ceux qui ont du sens pour eux, qui leur donnent leur sentiment d'utilité, ce qu'on appelle les moments win-win sont les moments qui créent des émotions positives, qu'il faut savoir identifier, qui sont très souvent invisibles et sur lesquels il va falloir travailler pour justement déployer ces moments-là, en faire des moments signature et faire en sorte que la customer value soit véritablement activée dans ces interactions-là. Donc, très important de les identifier dans un premier temps et puis de les designer pour déployer ces moments-là et en faire des signatures. Juste pour rappel, tout ça est issu d'un travail qui avait été publié par la Harvard Business Review il y a 7 ans, c'était en 2015, avec une étude qui avait montré le lien entre la customer value et l'intensité de la connexion d'un client avec une marque. Donc, depuis l'absence de connexion, qui est le niveau 1, jusqu'au niveau le plus élevé, qui est appelé la connexion émotionnelle. Donc, la fabrication de la connexion émotionnelle, ce sont vraiment ces moments d'interaction qu'il faut travailler avec soin et qu'il faut véritablement designer. Il y a un verbatim qu'on aime particulièrement et qui montre bien à quel point un moment d'interaction peut transformer une relation à une marque. C'est un verbatim issu d'une étude et d'un diagnostic qu'on avait fait pour Nespresso aux États-Unis. Depuis mon premier appel téléphonique au support client, je n'ai jamais vécu une expérience aussi positive avec une entreprise. Bravo, vous avez gagné un client pour la vie. C'est vraiment le verbatim mot pour mot. Donc celui-là, on l'adore et on l'a encadré. On comprend bien à quel point une simple interaction qui a dû se passer de façon extrêmement bien pensée et avec sans doute un conseiller très bien formé et aussi peut-être talentueux, a transformé la relation d'un client à une marque, et ça de façon on ne peut plus durable, puisque un client pour la vie, tout le monde en rêve. Donc ces moments-là sont vraiment des moments clés à designer, et comprendre les enjeux émotionnels pour les clients, c'est ça qui va aider à designer ces moments-là. Ce sont des moments qui ne s'improvisent pas, ce sont des moments qui répondent à des critères extrêmement précis. Et puis, comme je disais, qui se designent en prenant en compte les émotions des clients, les émotions aussi des collaborateurs, parce qu'il y a des choses qu'ils aiment faire, il y a des choses qui leur est plus difficiles, donc il faut dans ces cas-là les aider, mais c'est essentiel de les identifier. Juste un très court exemple, dans les concessions automobiles, on sait que c'est dans les 2 premières minutes que tout se joue, et que quelques mois après la vente, ce dont les clients se souviennent, ce sont les 2 premières minutes. Donc l'accueil du client dans ces 2 minutes est absolument essentiel, et le design de ce moment-là est essentiel. Chaque marque aura sa façon de le designer. Pour chaque client et pour chaque marque et chaque situation, ce ne seront pas les mêmes façons d'accueillir qui seront les plus impactantes. Donc, il faut comprendre ce qui a le plus d'impact à ce moment-là et ne surtout pas rater ces premières minutes en concession. À propos de design d'expérience et de moments qui ne s'improvisent pas, on pourrait aller faire un tour du côté de Marne-la-Vallée, par exemple, avec les moments magiques de Disneyland. Alors, je vous recommande ce livre que j'ai chroniqué sur mon blog il y a quelques temps, qui s'appelle Be Our Guest, sur tous les secrets de l'expérience des parcs d'attractions de Disney. Et notamment, vous voyez les 3 critères pour créer un moment magique à Disneyland. En l'occurrence, le premier critère, le high touch, qui fait référence à la qualité de la relation, le high show, qui fait référence à l'émotion dans l'expérience, et puis le high tech, la technologie évidemment qui est nécessaire pour réussir une expérience. Et puis toujours dans ce défi sur l'émotion, bien entendu, c'est la relation humaine au cœur. Ici, j'ai pris un extrait d'une de mes tendances de l'année 2023. Le client sera familier.
Et cette publicité de la Fnac est sortie il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Cette publicité de la Fnac nous dit qu'aujourd'hui, la Fnac n'a pas d'autre choix que de se différencier avec la qualité de sa relation, avec l'humain. Alors que nous sommes dans une tendance où le client sera de plus en plus autonome, fera de plus en plus appel à des outils de self-care, bien sûr, il y aura de moins en moins d'occasions de faire la différence. Il y aura potentiellement de moins en moins d'interactions humaines, d'où l'intérêt d'investir justement le champ des émotions pour pouvoir faire la différence, faire vivre une relation qui soit intense et qui soit singulière, avec des attentes pour le client d'échanges à forte valeur ajoutée. Et dernier défi, défi 5, passer de la Customer Centricity à la Life Centricity. Tu peux continuer, Anne, nous sommes sur donc, j'ai commencé ce schéma qui était surtout, je ne pense pas que vous avez pu l'entendre, ce qui est surtout spectaculaire, c'est la progression, le pourcentage de clients qui estiment que leurs priorités changent en fonction des événements mondiaux et l'impact que ça a sur leur choix de vie, mais bien évidemment sur leur choix de consommation, et le passage de 50% en 2021 à 60% en 2022. Donc, c'est une façon aussi d'illustrer la façon dont l'environnement changeant va impacter les choix de consommation des clients. Ce sur quoi on a voulu nous mettre l'accent et ce dont on est absolument convaincu, c'est que dans la Life Centricity et dans tous les rôles que va prendre le client, c'est surtout le rôle de citoyen qui sera particulièrement important et marquant. Et notamment, c'est la dimension citoyenne qui sera prédominante. Et un enseignement de l'étude de la Harvard Business Review nous dit notamment, au lieu de considérer les clients comme de simples acheteurs, les entreprises doivent les reconnaître comme des personnes multidimensionnelles, en constante évolution et qui jouent de nombreux rôles. Et c'est notamment le rôle de citoyen qui est un rôle qui va déterminer les nouvelles attentes des clients qu'il faut absolument prendre en compte vers une expérience client responsable. Donc, les expériences de demain, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est fait sur la fluidité. Donc, elles devront être extrêmement fluides, évidemment. Elles devront être puissantes en émotion, c'est ce qu'on a vu, mais elles devront impérativement rencontrer les critères de sens des clients, qui sont sans doute le sujet qui évolue le plus vite. Des expériences qui devront être guidées par les critères d'une expérience responsable. On va se mettre à deux sur la caméra pour être plus visible. Donc, la nécessité dès maintenant, dès aujourd'hui, de préparer ce nouvel âge de l'expérience client et notamment de l'expérience responsable. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les clients abordent très peu cette dimension-là spontanément. On sait que c'est quelque chose qu'ils ressentent et qui oriente leur choix. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose qu'ils expriment facilement. Donc, c'est important aussi d'aller les interroger sur ce sujet-là. Ce ne sont pas des sujets qui émergent spontanément dans les questionnaires classiques de satisfaction, dans les NPS. Donc, parmi les capteurs sensibles, il faut placer des capteurs sur ces sujets-là et interroger spécifiquement les clients sur ces thématiques-là. Là, on voit un verbatim. Rien ne m'a marqué dernièrement. Il n'y a pas beaucoup d'actions engagées mises en avant, je crois, ou du moins, je ne les remarque pas. Donc, on voit que ce n'est pas encore extrêmement visible, extrêmement facile à verbaliser pour les clients. Donc, il faut vraiment aller les chercher et les interroger spécifiquement sur ces thématiques. Dernier point très important, là aussi, c'est important d'embarquer les collaborateurs, de les mettre face aux clients. Ce sont eux, très souvent, qui vont porter ces messages d'expérience responsable. Ils vont être les porte-paroles et les ambassadeurs de ces discours. Donc, eux aussi, on tire souvent énormément de fierté à porter ces messages-là et on sait que c'est aussi un vrai sujet d'engagement et d'attractivité des collaborateurs. Donc, ça doit être absolument traité en miroir côté client et côté collaborateur. Donc, les expériences de demain, on en a la conviction chez KPM, vont se distinguer par l'expérience RSE. C'est important de travailler les points d'étape des clients, mais surtout les points d'impact RSE qu'on va devoir identifier, placer, designer au cœur des parcours clients, de faire des clients les héros de votre expérience. Et là, je fais écho à une tendance de Thierry. Et puis, de mettre les collaborateurs face aux clients en position de force sur ces sujets-là, déjà capables de répondre aux remarques, aux interpellations des clients, et puis de façon beaucoup plus positive, à promouvoir toutes les initiatives et tous les engagements de la marque et qu'ils sont très fiers de porter en général. Alors évidemment, parler d'expérience comme on vient de le faire, c'est-à-dire avec une prise en compte des défis globaux, on peut rapprocher la marque client de la marque employeur et il nous semble, et ça c'est une véritable conviction que je tiens notamment, et je peux le citer,
de l'ancien président de Nespresso, Arnaud Deschamps, qui lui-même voyait une forme de convergence entre la marque client et la marque employeur. Tel que vous pouvez le voir ici à l'écran, eh bien vous voyez, il y a une véritable convergence entre le point de vue des clients et le point de vue des collaborateurs qui sont prêts soit à recommander ou à choisir un employeur pour ses convictions et ses valeurs. Donc, il y a une véritable convergence entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Les clients ne consommeront plus forcément dans le futur des marques, mais aussi bien plus des entreprises, si je puis dire. Et puis, un bon exemple de prise en compte de toutes les parties prenantes, j'adore cet exemple, c'est celui de Lego. Et notamment, je vous invite à regarder la ligne des promesses. Vous voyez, il y a une promesse de jeu, il y a une promesse pour la planète, une promesse pour les partenaires, une promesse pour les collaborateurs. Donc, Lego imagine cette expérience au niveau global vis-à-vis de toutes les parties prenantes, un véritable défi holistique, tel qu'on pourrait le qualifier. En tout cas, c'est celui qui nous anime chez KPM pour précisément rendre l'entreprise plus sensible vis-à-vis de toutes ces parties prenantes. Et juste pour conclure et récapituler donc les cinq défis que l'on vient d'échanger, les entreprises performantes auront un dispositif d'écoute de leurs clients, mais aussi de leurs collaborateurs, auront des capteurs sensibles, proposeront des expériences qui prennent en compte les émotions, seront sensibles à leur environnement large, on vient de le voir, leurs parties prenantes et aussi jusqu'à la planète, évidemment, et sauront diffuser la culture client dans toutes les strates de l'organisation. Et c'est ce que nous, chez KPAM, on appelle l'entreprise sensible. C'est notre credo et c'est tout ce à quoi on croit. Paradoxalement, nous sommes convaincus que l'entreprise sera d'autant plus forte qu'elle sera sensible et qu'elle aura su mettre en place tous ces dispositifs pour se transformer dans cet environnement mouvant et parfois difficile à saisir. Donc voilà le récapitulatif de nos 5 défis. Pardon pour le petit incident technique, mais on arrive au bout de notre conférence sur les 5 grands défis d'expérience client. Et on va passer en revue des questions qui restent peut-être encore sans réponse pour ceux qui peuvent rester encore une minute. Oui, on va regarder dans le chat. Merci. Donc vous avez vu, Laurent Garnier a fait office de modérateur. Vous a notamment partagé des liens vers un article sur justement signé de KPM Impact, parce que la RSE ne peut plus se contenter de discours. Également un lien vers le livre blanc des tendances de l'expérience client de 2023. Je regarde dans notre fil de webinaire. Merci Léa de vos encouragements et de vos compliments. Merci également Julien, Sylvie qui nous parlait de Customer Centricity, mais je pense qu'on est revenu, on a pu l'expliquer. Voilà, je vois dans le chat visiblement, il y a, on va faire une enquête de satisfaction. J'espère que vous avez trouvé suffisamment de matière. Donc, on va retrouver l'intégralité des slides également. Le document est téléchargeable, donc vous pouvez le télécharger. Surtout, laissez-nous un commentaire qu'on lira avec beaucoup d'intérêt. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Et puis, suivez nos actualités, puisqu'il y a quelques conférences à venir sur ces sujets-là, et notamment sur le sujet de l'expérience responsable. Un grand merci pour votre attention. Merci à tous.